Jean-François Geneviève, bonjour. Vous êtes le président du Conseil départemental de la Loire de l'Ordre des médecins. Avant toute chose, je voulais savoir un peu quel était le rôle, quelle est la fonction de l'Ordre des médecins. L'Ordre des médecins est une sorte d'association avec une délégation de service public qui a été recréée en 1946 par le général de Gaulle à la suite de la guerre, qui a un rôle de régulation de la profession, c'est-à-dire qu'on vérifie la compétence des médecins, des diplômés, de ceux qui veulent s'inscrire et exercer la médecine en France, de façon à ce que lorsque vous rentrez chez un médecin et qu'il a une plaque de généraliste ou de neurologue ou de chirurgien, eh bien, s'il a mis cette plaque, c'est qu'il a réellement les diplômes et les compétences pour l'exercer. C'est un organisme qui va vérifier aussi que les médecins respectent le code de déontologie, qui est un extrait du code de santé publique. Et puis c'est un organisme qui va apporter son aide dans l'exercice de la médecine aux médecins qui peuvent faire appel à nous pour des conseils sur les contrats, sur les exercices. On pourrait dire que l'ordre, c'est un peu un organisme à la disposition des médecins, mais dans l'intérêt des malades. Mais l'ordre des médecins n'est pas le seul ordre professionnel. Il y a beaucoup d'ordres. Il y a des ordres professionnels qui sont médicaux, comme les pharmaciens, les médecins, les kinés, les dentistes, les sages-femmes, et puis plus récemment donc les kinés, les infirmiers, les podologues. Et puis il y a des ordres non médicaux, comme les géomètres, les comptables, les notaires ou les avocats. Est-ce que ça veut dire que vous êtes relié au ministère de la Santé ? On est relié finalement à plusieurs ministères. Le ministère de la Santé évidemment, mais aussi le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, les ministères qui sont en rapport avec l'exercice de la médecine. On a des rapports quotidiens avec le parquet, on a des rapports quotidiens avec la police et la gendarmerie, puisque par exemple le secret médical est un des secrets professionnels, et le secret professionnel le plus étendu, le plus sévère, et que pour avoir des informations médicales, il faut que ce soit sur ordre du parquet, avec des saisies très particulières dans les cabinets des médecins, en présence d'un membre de l'ordre, et sur commission rogatoire, soit du procureur de la République, soit d'un juge d'instruction. Donc on est en relation avec les trois ministères en permanence. Alors le sujet, c'est bien entendu les vaccins. On est en juillet 2021. Je le disais en préambule, si on avait eu... C'est pas grave, c'est juste une sonnerie de téléphone. Alors, je le disais en préambule, si on avait il y a un an, si on nous avait dit on aurait un vaccin, on aurait été content. Et là, on a l'impression que finalement, les gens sont plus contents. Donc moi, je voulais savoir comment vous, en tant que médecin, vous vivez ça, le fait qu'il y ait des gens qui sont anti-vaccins. Ça peut se comprendre, mais ça doit aussi pouvoir s'expliquer. Alors, il faut quand même rappeler que la grande majorité des gens sont contents d'avoir un vaccin. Ils sont heureux quand on les vaccine. Mais c'est vrai qu'en mars ou avril 2020, les gens étaient là pour nous dire il y aura un vaccin et qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a pas de vaccin. Le vaccin est arrivé assez rapidement et on peut remercier la technologie et les savants et les chercheurs de l'avoir trouvé aussi vite. Parce que si nous étions en 1960, on serait bien embêtés parce qu'il nous faudrait encore attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir un vaccin. Au bout de 10 mois, on avait un vaccin, les ARN messagers, qui étaient des vaccins qui avaient été étudiés, qui ont des études depuis 10 ou 15 ans, mais qui effectivement n'avaient pas été utilisés dans la forme de vaccin. Ils étaient utilisés dans certaines thérapeutiques, dans certains traitements, et les ARN messagers sont arrivés. Et à ce moment-là, un certain nombre minoritaire de gens disent « Oulala, c'est quelque chose d'expérimental, attendons d'avoir du recul ». Si Pasteur avait attendu d'avoir du recul pour vacciner le petit meilleur en 1861, il serait mort de la rage bien rapidement. Tout à fait. On n'a jamais de recul sur les vaccins. On a des reculs au bout de 5 ans, au bout de 10 ans pour tous les vaccins. Quand on a commencé à vacciner les gens contre la rougeole ou contre la coqueluche, on n'avait pas plus de recul. On a une chance qui est que ce vaccin est un vaccin qui peut être rapidement modifié. Donc s'il y a des variants au virus, on pourra rapidement le modifier. Et puis surtout, on a une chance d'aujourd'hui, en 10 mois, d'avoir vacciné 2 milliards de personnes. Donc le recul, on l'a bien avant d'autres vaccins où il faut 5, 10 ans, 15 ans pour avoir ce nombre de personnes vaccinées. Et puis on sait par ailleurs que les vaccins, quand ils ont des problèmes, les problèmes apparaissent très rapidement. Dans les quelques mois, les quelques semaines qui suivent, il y aura forcément des petites réactions au vaccin. Un vaccin, ça reste un médicament. Il n'existe pas de médicament qui n'ait pas d'effet secondaire. Mais il y a peu d'effets secondaires. Et sur la masse de personnes qui sont vaccinées, il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires graves.
Si on met à part la blague de la 5G, j'ai une infirmière, moi, qui m'a expliqué que ça allait changer mon code génétique. Alors, comme je ne suis pas médecin ni très intelligent, j'ai dit, il y a quand même des questions qui se posent et on n'a forcément pas toujours les réponses. Nous, les lambda, qu'est-ce qu'un médecin, il peut me répondre à moi en me parlant de mon code génétique? Alors, la peur de certaines personnes d'action sur le code génétique, c'est parce qu'on a parlé d'ARN messager. L'ARN messager, c'est un petit bout de code génétique, en fait, qu'on va injecter et qui est une sorte de recette. Au lieu de demander à notre organisme d'aller voir le virus, de le reconnaître et puis de faire une recette, on va directement lui donner la recette pour fabriquer la protéine qui va aller coincer le virus. Le virus, c'est un code génétique, c'est du génome. Donc ça veut dire que quand on a un virus en nous, ce virus, il a l'ensemble de ce code génétique. Là, on envoie juste un petit bout de code génétique qui va fabriquer une recette. Mais on n'implante pas dans le génome humain quelque chose. Cet ARN messager, en plus, il est extrêmement fragile. C'est pour ça qu'on est obligé de le conserver à moins 20 degrés. Donc on imagine, on ne voit pas comment, techniquement ou scientifiquement, quelque chose d'aussi fragile pourrait interférer dans le génome, puisqu'il va être très rapidement détruit. Et ensuite, la protéine va être fabriquée parce que l'organisme aura appris comment la fabriquer et saura la reconnaître. Enfin, les globules blancs auront été à cette école où ils auront appris à reconnaître la recette pour fabriquer la protéine qui va aller se mettre sur la partie spike de ce virus et le reconnaître et le détruire. Mais bon, il n'y a absolument aucun risque de modification du génome. On a aujourd'hui plusieurs vaccins, notamment des noms célèbres maintenant. Est-ce qu'il y a différentes technologies aussi? Est-ce qu'il y a un vaccin qui est plus efficace que l'autre? Ou alors on peut y aller sans regarder les marques, j'ai envie de vous dire? Alors aujourd'hui, on a 3 sortes de vaccins. On a l'ARN messager, c'est Moderna et Pfizer. On a une réplication virale, c'est-à-dire en fait c'est du virus qui est atténué et qui va se reproduire et qui va fabriquer quelque chose qui va ressembler au vrai virus et qui va faire, c'est l'AstraZeneca. La 3e technologie, c'est celle qu'on aura dans quelques semaines, dans quelques mois, celle de Sanofi, qui est la même technique que celle de la grippe. Pour faire simple, parce que certains, nos maîtres nous expliquent que tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est compliqué est incompréhensible, donc on va faire simple et faux. En fait, la 3e technologie, c'est un broyat de virus, c'est-à-dire qu'on prend finalement un œuf, on enlève le jaune et le blanc, on casse la coquille et on injecte la coquille. Et comme l'organisme ne sait pas que la coquille est vide, il va réagir comme si le virus était plein et il aura la même façon de faire. L'AstraZeneca, c'est un virus atténué, donc c'est un virus dans lequel on a enlevé son patrimoine génétique, on a gardé que la coquille, mais bon, lui, il va quand même se reproduire en partie, et donc l'organisme va croire que le virus est là, mais comme il ne peut pas se battre, le virus, il va forcément perdre et l'organisme va gagner, c'est l'AstraZeneca, et l'ARN messager, c'est le fait d'injecter uniquement la recette de fabrication de la protéine qui va aller contrer le virus. Alors on va toujours rester dans la technique, on nous parle beaucoup de ces variants. Qu'est-ce que c'est qu'un variant et comment ça se passe? Il lui faut un délai? Comment ça se fait qu'il change? Comment ça se fait que suivant les pays, il a un nom différent? Est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il est dangereux suivant les noms? Et finalement, la question, c'est à terme, est-ce qu'on ne va pas être obligé de faire une dose de vaccin tous les 6 mois, comme un peu comme la grippe? Peut-être pas tous les 6 mois, mais sûrement, il y aura sûrement des rappels de vaccins. Alors, à quel rythme? L'avenir nous le dira. J'ai dit 6 mois pour ceux qui n'aiment pas les vaccins. On ne va pas faire Madame Irma, hein. Mais il y aura peut-être des vaccins. Le rappel du coronavirus se fera tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, en fonction de ces variations. C'est quoi un variant? Un variant, ça n'existe pas que chez les virus. Hein. C'est la mauvaise herbe qui va résister à l'insecticide, c'est le parasite qui va résister à l'antiparasitaire. En fait, un virus, il s'aperçoit que l'organisme va utiliser un certain nombre de stratagèmes pour le détruire. Donc lui, il va essayer de se protéger en modifiant ces stratagèmes. C'est-à-dire que si quelqu'un a copié la clé pour rentrer chez vous, la solution que vous avez, c'est soit changer de maison, soit changer de clé de porte. De serrure. Donc en fait, vous avez changé la clé de la porte et de la serrure, et en fait, la clé du voleur va rentrer dans la serrure, mais ne pourra plus tourner. Bon, bah c'est ça, en gros, le variant, c'est ça. Donc, c'est une petite variation sur la clé qui va faire que la clé va rentrer,
Mais par contre, elle ne pourra plus tourner. Donc, vous êtes tranquille jusqu'au moment où il va s'apercevoir qu'il faut de nouveau agir sur ce petit bout de variant pour de nouveau faire modifier la clé. Et à ce moment-là, on va de nouveau avoir un nouveau barillet avec une nouvelle clé pour empêcher le voleur à nouveau de rentrer dans la maison. Est-ce qu'un jour, le variant mutant, il va être plus fort que le vaccin ou on avance plus vite que le variant? On n'a pas vraiment d'exemple sur les virus pour lesquels on a aujourd'hui des vaccins de virus qui soient allés beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la technologie aujourd'hui permet quand même de très rapidement. Il a fallu 10 ans pour décrypter le génome du VIH, du sida. Il a fallu quelques semaines pour décrypter le génome du coronavirus par nos savants d'aujourd'hui. Le sida, c'est les années 80, le coronavirus, c'est les années 2020, donc on n'est pas du tout dans la même technologie. On a 40 ans d'avance et de savoir supplémentaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que font, quand on fait des tests, on teste d'abord le variant pour savoir si c'est un variant, et ensuite on va séquencer le génome du virus pour savoir si justement il a une nouvelle compétence de façon à pouvoir lutter contre lui et faire évoluer la technologie. Donc aujourd'hui, on imagine que nos savants, avec les ARN messagers, pourront facilement aller plus vite que le virus dans le vaccin. Alors avec quelques semaines, parce qu'il va falloir qu'on trouve le virus qui a changé, qu'on fabrique la nouvelle technologie et qu'on utilise la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on est un peu en avance sur lui et les vaccins que nous avons agissent sur lui. Alors lui, il agit sur sa virulence, c'est-à-dire qu'il est plus contagieux, mais les vaccins permettent d'éviter les formes graves, les formes qui amènent les gens à l'hôpital, sous oxygène, en réanimation, voire qui les tuent. On espère, ce qu'on disait tout au début, parce qu'on ne savait pas quand on a vu ce virus apparaître en novembre-décembre 2019, on avait l'impression que c'était une petite grippette, certains l'ont dit, voire un petit rhume. On espère que ce virus deviendra, avec le vaccin, une petite grippette ou un petit rhume. N'empêche qu'un rhume, ça se transmet, et on s'aperçoit que le port du masque empêche la transmission de ce rhume. Donc si on est vacciné et qu'en plus on porte le masque, ou qu'on fait attention à la distanciation physique et aux gestes barrières avec le gel hydroalcoolique, ou simplement le lavage des mains avec du savon, on évite cette contamination. On l'a bien vu pendant cet hiver 2020, on n'a pas eu de gastroentérite, on n'a pas eu de rhume, on n'a pas eu de grippe. Ça veut bien dire que quand on ne se serre pas la main, qu'on ne s'embrasse pas continuellement, qu'on met un masque et qu'on se lave les mains, on a un niveau d'hygiène qui est respecté et qui évite cette contamination. Justement, vous, en tant que médecin, comment vous voyez cette agitation, toutes ces manifestations, ces anti-vaccins et surtout cet extérieur, on a envie de dire? Écoutez, moi j'ai été formé par des gens qui pour moi étaient des savants, étaient des sachants. Et je pense que écouter mes référents comme le sont aujourd'hui le professeur Elisabeth Botello-Nevers, son adjointe Amandine Gagneux-Brunon, le professeur Philippe Berthelot, qui est aussi le doyen de la faculté de médecine. C'est des gens, quand ils me disent des choses, ou le professeur Pozzetto, le chef de la virologie, bactériologie au CHU de Saint-Étienne, je pense que c'est des gens pour lesquels, s'ils me le disent, je ne peux que les croire, et je suis plus enclin à croire ce qu'ils me disent que ce que disent Bigard ou Lalanne. Justement, là aussi, toujours on a parlé de médecine, on va parler aussi un peu de politique, parce que ce pass sanitaire, finalement, est-ce qu'il, pour vous, il est antidémocratique, ou alors c'est quelque chose de naturel, vu la situation? Alors ça, c'est une question qui est vraiment plus politique que médicale. Donc en fait, l'avis que je vais donner n'est pas suivi forcément de l'ordre, même si l'ordre est plutôt pour le pass sanitaire que vraiment scientifique. Nous avons subi depuis un an un certain nombre de contraintes que l'ensemble du pays, que l'ensemble des Français, que l'ensemble du monde a subi, avec des confinements, avec des fermetures de magasins ou de structures qui ont impacté l'ensemble de la France et l'ensemble des Français. On n'avait pas de solution. Donc la seule solution qu'avaient les pouvoirs publics, c'était de faire ça et de faire du confinement. Aujourd'hui, on a un vaccin, et grâce à ce vaccin, on peut réouvrir les magasins, réouvrir les théâtres, réouvrir les piscines, réouvrir les stades, revivre normalement. Je pense qu'à un moment, il faut que la contrainte, elle soit exercée sur ceux qui ne veulent pas
être vacciné. Parce que la liberté de chacun, elle s'arrête où commence celle des autres. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je peux faire beaucoup de bruit dans ma maison si j'habite au milieu de nulle part. Si j'habite par contre dans une résidence où il y a plusieurs appartements, là, la loi, elle dit que j'ai pas le droit de faire du bruit après 22 heures. Là, je peux aller dans un cinéma, je peux aller dans un grand magasin, je peux aller dans un théâtre, à condition que je ne sois pas contagieux pour les autres. Donc, si je ne suis pas contagieux pour les autres, il faut que j'ai utilisé tous les éléments qui sont mis à ma disposition, c'est-à-dire être vacciné, les gestes barrières, etc. Et que si je ne veux pas le faire, c'est mon choix. C'est mon choix d'individu. Et à ce moment-là, si je ne veux pas le faire, par contre, un certain nombre de choses ne me sont pas autorisées. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne roule pas à plus de 130 sur l'autoroute. On ne se pose pas de question pour savoir pourquoi il faut mettre la ceinture de sécurité. Et on pourrait multiplier les exemples dans les contraintes que nous avons toute notre vie par rapport à un certain nombre de lois qui sont contraignantes dans notre vie. Eh bien aujourd'hui, je pense que si on veut arrêter quelque chose qui a mis à genoux le monde entier, l'économie entière mondiale, si les restaurateurs veulent continuer à ouvrir, si les stades veulent continuer à ouvrir, si les congrès, si les manifestations veulent continuer à reprendre vie, la contrepartie, si c'est de vérifier un code barre pour que les gens puissent rentrer, je pense que c'est une petite contrainte plutôt que de ne pas travailler et de fermer une structure ou de fermer des lieux de vie. J'ai envie de vous dire, on est en plein dans le bon sens. Est-ce qu'il faut craindre une quatrième vague dans la loi ? Alors c'est pas qu'il faut craindre une quatrième vague dans la loi, c'est qu'il y a une quatrième vague qui arrive au niveau français. Regardez les départements qui passent au-dessus du seuil de 50 contaminations pour 100 000 habitants. Là, vous prenez tous les lieux de vacances actuels. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, en particulier le président de la République, ont dit « partez en France ». On imaginait mal que les gens aillent planter leur tente au milieu de nulle part, dans un champ. Ils sont allés dans les endroits où il y a beaucoup de monde. La Côte d'Azur, les stations thermales, les stations de ski. Et enfin, on voit tous ces départements qui commencent à passer dans le rouge, parce que si on enlève le masque, qu'on n'est pas complètement vacciné, eh bien les gens vont se contaminer. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette quatrième vague, c'est une quatrième vague de rhume. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de contaminés, mais peu de formes graves, puisque les gens seront peut-être vaccinés. Le problème, c'est qu'il reste 20 à 25% de gens qui sont à risque, qui ne sont pas vaccinés. Et eux, si par contre on leur transmet le virus, ils feront des formes graves, ils finiront à l'hôpital et en réanimation, et on sera de nouveau dans un problème hospitalier avec des contraintes où les réanimations sont pleines. Le problème n'est pas que les réanimations soient pleines. Le problème, c'est qu'elles soient pleines et qu'elles empêchent de traiter d'autres pathologies pour d'autres problèmes. Parce que ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner et qui vont éventuellement être contaminées, il faut qu'elles se rappellent que si elles ont un accident de la route et qu'elles doivent être en réanimation, mais que la réanimation est pleine de gens qui ont le coronavirus, eh bien elles auront une perte de chance pour elles-mêmes et pour les gens qu'elles connaissent. C'est-à-dire que quelqu'un de jeune qui se dit en bonne santé, moi écoutez, j'ai 40 ans, j'ai pas de pathologie, je vois vraiment pas pourquoi je me ferais vacciner, ben, je vais me faire vacciner pour éviter qu'il y ait une contamination du coronavirus qui encombre les hôpitaux et les réanimations et qui, le jour où je vais faire un infarctus, ou le jour où je vais chuter parce que je fais de l'escalade, ou le jour où je vais me casser la jambe, ou je vais me couper un bras parce que j'aurais fait des travaux dans mon jardin, eh bien je ne pourrai pas aller en réanimation et j'aurai une perte de chance parce que justement la réanimation sera pleine de gens qui ont le coronavirus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est une des explications. C'est peut-être cette vision que les gens n'ont pas. Je pense qu'il faut que les gens se réfèrent à des gens qui finalement ont un minimum de savoir et pour lequel ils ont une grande confiance. On sait que les gens ont extrêmement confiance en leurs médecins traitants. À part chez les médecins traitants, quelques abrutis, parce qu'on en a aussi. L'ordre est en train d'essayer de faire un peu le ménage sur des gens qui, à un moment, ne voulaient pas consulter avec le masque en disant c'est de la foutaise, sont contre la vaccination, ou récemment, cette pharmacienne qui faisait des faux certificats de vaccination et qui, j'espère bien, passant devant les instances disciplinaires de l'ordre des pharmaciens, va être radiée définitivement, parce que c'est une faute extrêmement grave, à mon avis, et si on s'aperçoit que certains médecins le faisaient, on serait extrêmement sévère et on les enverrait dans les chambres disciplinaires et j'espère que les chambres disciplinaires les condamneraient de façon extrêmement sévère. Il faut avoir un conseil du médecin. Le médecin est là pour conseiller les gens et leur donner des informations éclairées, objectives.
loyal. Moi, je ne suis pas là pour que 100% de mes patients soient vaccinés. Je suis là pour que 100% des patients qui seront vaccinés le soient sereinement, qu'ils aient compris à quoi ça sert, qu'ils aient compris le risque qu'ils prenaient. Alors quand on dit par exemple le vaccin, il va entraîner des complications, parce qu'on va m'injecter et mon système immunitaire va faire une réaction. Le système immunitaire fera moins de réactions avec un vaccin que s'il le fait avec la vraie maladie. Si jamais vous avez dans votre vie eu une vraie grippe, bah vous vous apercevez que vous avez quand même été beaucoup plus malade que si vous avez fait une petite réaction avec le vaccin de la grippe. Ah, d'accord. Avec ce genre de vaccin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on vous injecte un petit bout de virus qui va entraîner une réaction. On en a vu des réactions. Il y a eu des complications vasculaires, de thrombose avec le vaccin AstraZeneca, certainement parce que on injectait ça sur une population très jeune avec un système immunitaire extrêmement efficace qui a réagi de façon un peu brutale. C'est pour ça qu'on a un petit peu changé la donne et les gens qu'il fallait vacciner. Mais on s'aperçoit quand même que le nombre de gens, on a 120 000 morts en France, 3 millions de personnes mortes dans le monde, un peu plus de 35 ou 40 millions de personnes qui ont été malades dans le monde. On se dit quand même que si jamais on atteignait ce nombre de personnes à cause du vaccin, on pourrait se poser des questions dans le bénéfice et le risque de faire un vaccin. Mais on n'a pas d'exemple de vaccin qui a été extrêmement nocif et qui a été plus nocif que la maladie. Moi, quand j'étais jeune, j'ai 56 ans, on voyait beaucoup de polio. On voyait des gens qui avaient la polio. On entendait beaucoup parler de tuberculose. On voyait des rougeoles. On voyait des oreillons. On ne voit plus de polio. On ne voit plus de rougeole. Très peu. On ne voit pratiquement plus de coqueluche. Ça prouve quand même que les vaccins, on voit plus de variole. La variole a été éliminée. La rage, on a un vaccin, les gens ne meurent plus de rage. On peut se dire quand même que les vaccins, ils ont fait plus de bien qu'ils n'ont fait de mal dans l'histoire de la vaccination. Et je pense que si Pasteur revenait aujourd'hui en 2020 et qu'il voit les antivax, alors je vous dis, il faut quand même voir qui sont les antivax. Les antivax, c'est quand même Bigard et Lalanne. Bon, moi je veux bien que ce soit des figures charismatiques, que Bigard soit peut-être très drôle dans certains sketchs et que Lalanne ait été apprécié dans certaines chansons, mais je pense que leur légitimité pour parler de médecine ou parler de vaccination est un petit peu limite. Après, bon, les gens peuvent juger leur propre référence. Est-ce que la loi enregistre un beau taux justement de vaccination ? Je crois qu'on a un taux qui est à peu près équivalent au reste de la France, c'est-à-dire qu'on doit être... Alors moi, j'ai essayé de vous trouver les derniers chiffres, mais je ne suis pas sûr que... J'étais en vacances la semaine dernière, et donc je n'ai pas participé. Mais les chiffres sont accessibles pour n'importe qui sur le site Géode, qui est un site accessible à n'importe qui. À ce jour, c'est-à-dire la semaine dernière, 16 juillet, 57,4% de la population du département avait reçu au moins une dose et 46,9% de la population avait un schéma vaccinal complet. On se situe dans la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale est de 54,3 pour une dose, nous on a 57,4, et 46,9 pour deux doses, et on est à 46,9. Ça veut dire qu'on est plus performant pour aller voter quand on parlait d'abstention. Juste une parenthèse. J'ai parlé de la 4e vague dans la Loire. Est-ce que là aussi vous redoutez de retour des hospitalisations avec le retour des vacances? Parce que justement, vous m'avez dit que les virus qui sont en train de... Alors il faut qu'on attende une quinzaine de jours entre les chiffres où les gens sont positifs et les chiffres de savoir si la maladie va devenir grave et va entraîner une hospitalisation en médecine ou en réanimation. Donc aujourd'hui, on a des chiffres qui grimpent beaucoup. Il y a des courbes. Ça, c'est des courbes. Voilà, les courbes sont en train de grimper sur l'ensemble des départements de Rhône-Alpes. Alors forcément, le 69 est souvent en tête parce qu'il y a beaucoup de population. Plus on dépiste, plus on trouvera de monde. Mais en fait, tous les départements sont en train de monter. Sur le taux d'hospitalisation, il faut attendre une quinzaine de jours puisqu'on sait que la maladie va prendre un tournant au bout de 12 jours. Et c'est là où la maladie va soit se calmer, on aura fait une sorte de petit rhume, de petite grippe, soit elle va être gravissime, et à ce moment-là, entraîner les gens en réanimation ou à l'hôpital parce qu'ils auront un fort besoin d'oxygène et qu'ils vont s'asphyxier. On a eu beaucoup de choses très intéressantes dans ce dialogue. Je voulais savoir aussi une chose toute bête. Est-ce qu'il faut faire un choix entre l'économie et la santé, ou alors on peut faire l'économie et la santé? Je pense qu'on ne peut pas faire un choix parce que sans la santé, il n'y a pas d'économie. Ça veut dire que si on est tous malades, on ne travaille pas.
Donc ça veut dire que pour avoir une bonne économie, il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé physique, il faut être en bonne santé psychique. Je pense qu'un certain nombre de décisions du gouvernement qui parfois peuvent être incompréhensibles, mais moi je préfère être à ma place qu'à la leur. Hein. Je ne suis pas ministre de la Santé, ni président de la République, ni Premier ministre, même si j'ai beaucoup travaillé sur le terrain avec les acteurs de terrain, que sont l'ARS, que sont l'assurance maladie, que sont les médecins, que sont les infirmiers, les différents professionnels de santé, les pompiers, les associations, pour monter les centres de vaccination, pour distribuer les masques à une certaine période, parce qu'on oubliait, hein, on avait des problèmes, nous, simplement pour nous protéger, nous. Hein, et le corps de santé français a quand même beaucoup payé dans le fait que personne n'a déserté. Hein. Tout le monde est allé soigner les gens qui étaient malades. Hein. Moi, je me rappelle de certains patients qui m'appelaient en me disant « je suis malade », j'en disais « venez », ils me disaient « mais je suis malade ». Ah oui, mais c'est justement parce que vous êtes malade qu'il faut que je vous voie, qu'on vous surveille, qu'on voit comment ça évolue. Je pense que aujourd'hui, si on veut que l'économie redémarre, qu'il n'y ait plus de confinement, qu'il n'y ait plus d'autres fermetures, il faut qu'on soit en bonne santé. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre parade. J'avais une image en 2009 pour le H1N1 que j'avais imaginé, sûrement glanée en regardant les différentes interventions de certaines personnes. Le H1N1, alors c'est un peu différent parce qu'il n'y avait pas eu d'épidémie, donc les gens ils se disaient on nous vaccine, mais pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'épidémie, on voit personne de malade. Là quand même, ça fait 14 mois quand même que les gens ne peuvent pas dire il ne se passe rien. En fait, j'imaginais un truc qui était ce virus, ce coronavirus, c'est un peu comme un tireur fou qui se promènerait dans les rues de Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'il va tirer sur des gens. Alors plutôt des gens à risque, mais finalement il pourrait toucher des gens non à risque. Donc le maire de Saint-Étienne, le président du conseil départemental politique, les autorités, la préfète se réunissent et disent qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne sait pas où il est, on n'arrive pas à la coincer, mais par contre on va distribuer à toute la population un casque et un gilet pare-balles. Alors on va les faire verts parce qu'on est chez les verts, c'est pas très confortable, c'est pas très joli, mais finalement c'est à peu près la seule chose qu'on a pour se défendre. Alors il y en a évidemment qui vont manifester. Ils vont manifester soit parce qu'ils ne veulent pas le porter, soit parce qu'ils trouvent que vert c'est pas beau et qu'ils voudraient qu'il soit bleu, jaune ou rouge. En fait, je crois que le vaccin, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est vraiment un vrai parallèle. Aujourd'hui, on a un vaccin qui nous permet de nous protéger, pas à 100%, aucun vaccin ne protège à 100%, mais qui permet de nous protéger à 90-95% contre des formes graves. C'est-à-dire que si le tireur me tire dans un bras, je serai touché au bras. Mais s'il ne tire pas sur la tête et qu'il ne tire pas dans le cœur, j'ai quand même des chances de m'en sortir. Ben, je pense qu'aujourd'hui, le virus, le vaccin, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est une sorte de gilet pare-balles avec un casque, une tenue que peuvent avoir les militaires, de façon à se protéger. Aujourd'hui, on imagine mal un pompier, la sirène sonne, il monte dans le camion pour aller au feu, mais il ne veut pas porter son casque, il ne veut pas porter sa tenue. Je pense que son chef de corps, son chef d'équipe va lui dire, écoute, soit tu portes la tenue, et tu restes dans les pompiers. Soit tu ne veux pas porter la tenue, et tu t'en vas, tu n'as rien à faire ici. Donc c'est deux messages. Le premier message, c'est de dire que un professionnel de santé, son premier rôle, c'est de ne pas nuire au patient. C'est-à-dire d'avoir tout ce qu'il peut pour ne pas contaminer son patient. Et pour lui expliquer comment ne pas se contaminer. Quand Hippocrate écrit son serment d'Hippocrate à l'origine, il dit « par IG et Panacée ». C'est-à-dire qu'il cite Esculape, qui est le dieu de la médecine, un dieu, et puis ses deux filles, Hygie et Panacée. Hygie, c'est la déesse de l'hygiène. Qu'on a souvent tendance à oublier, j'ai remarqué. Et Panacée, c'est la panacée, c'est le traitement. Alors il faut imaginer qu'Hippocrate, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de traitements, hein, sûrement à part les décoctions, les décoctions et de quelques herbes, il ne pouvait pas beaucoup soigner les gens comme nous avec tous les médicaments qu'on a. Mais dans son serment, il met d'abord Hygie et ensuite Panacée. Il parle d'abord de l'hygiène et donc de la prévention avant de parler du traitement. Et je pense que la prévention est importante et dans ce cas-là, le vaccin est la meilleure prévention que nous pouvons avoir pour éviter d'avoir une maladie grave. Nous, soignants, c'est un devoir éthique, moral et déontologique de dire je me vaccine pour me protéger moi, d'accord, mais surtout pour éviter de transmettre une maladie à des gens. Et puis la population générale, elle se doit de dire je me vaccine aussi parce que je ne veux pas contaminer des gens que j'aime et qui, même vaccinés, pourront quand même être contaminés et pourraient peut-être faire des formes graves. Et moins il y aura de gens qui seront contaminés,
moins les gens transmettront le virus, moins le virus sera virulent et grave, et moins on aura de morts, et on pourra revivre normalement. Le virus va vivre sa vie. Le virus de l'hépatite B vit sa vie, le virus de la grippe vit sa vie, le coronavirus, maintenant, on l'a, et on va vivre avec lui pendant tout le reste de l'existence de l'homme. Si le vaccin nous permet, finalement, comme la variole ou la polio, on est vacciné, le virus se balade, mais finalement, on n'en a plus de forme grave et on n'est plus atteint, eh ben, on n'a pas à se poser de questions. Vaccinons-nous, protégeons-nous, protégeons nos patients, protégeons les gens qu'on soigne, et puis nous, en tant que citoyens, protégeons les autres. Un exemple qui existait et dont on parle peu, c'est la coqueluche. La coqueluche, finalement, c'est une maladie qui fait tousser beaucoup, et puis qui rend un peu malade, une espèce d'infection du poumon un peu particulière, mais qui a une particularité, c'est que si elle atteint un nouveau-né, 1 fois sur 2, ils vont mourir, entre 0 et 3 mois. La particularité du nouveau-né, c'est qu'il est protégé par les anticorps de sa mère, qui lui les a transmis, mais que l'anticorps contre la coqueluche ne passe pas le placenta. Donc il n'est pas protégé contre la coqueluche. Et comme on commence à vacciner les enfants à partir de 3 mois, entre 0 et 3 mois, si un enfant à la maternité ou en rentrant chez lui attrape la coqueluche, 1 fois sur 2, ils vont mourir. Donc on a institué une stratégie qui est la stratégie du cocooning. C'est-à-dire que vous, on va vacciner, moi, on va vacciner, les frères et sœurs, on va les vacciner, les parents, les grands-parents, la nounou, tout le monde va être vacciné autour de lui pour le protéger lui. Et donc, double effet, je vais me protéger moi parce que j'aurai pas la coqueluche, mais surtout, je ne le transmettrai pas à cet enfant qui est fragile, parce que si je lui le transmets, lui risque d'en mourir. Et donc, je vais donc me protéger moi pour ne pas le contaminer lui. Enfin, pour le coronavirus, c'est un peu pareil. Moi, j'ai pas forcément de risque parce que j'ai 18 ans, j'ai 12 ans, j'ai 30 ans et que je me sens pas malade. Mais par contre, ma grand-mère, ma cousine, ma voisine, l'épicière, la caissière, qui elle est un peu plus âgée que moi, qui est peut-être en surpoids, qui peut-être a des pathologies, qui bien que vaccinée, si elle a un taux de virus qui lui arrive sans arrêt sur elle par son métier ou par sa vie, je risque de la rendre fragile et de redéclencher quelque chose de... Donc je vais me vacciner pour me protéger moi. J'ai pas beaucoup de risques, mais tant pis. Je vais me protéger et je vais protéger les autres en me vaccinant. Et l'ensemble de tout ça, ça fait une société. Hein. Une société, c'est... le médecin me soigne pendant que moi je fabrique, je suis agriculteur et je fabrique de quoi pour lui manger, et puis moi je suis la police, je le protège, et l'ensemble de la société est une société, et on est interdépendant des autres, et dans une maladie, on est interdépendant des autres, on dépend de nous-mêmes, pour nous-mêmes, on fait des choix, mais on fait des choix aussi pour les autres. Un psychiatre nous racontait pendant nos études que quelqu'un qui roule en pleine nuit, tout feu éteint, à 130 sur l'autoroute, ça n'est pas simplement quelqu'un qui roule à 130, tout feu éteint sur l'autoroute. Pareil, quelqu'un qui traverse une route la nuit habillé en noir, il n'est pas simplement en train de traverser une route. Il est suicidaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sciemment a vu ce qui se passe depuis 15 mois, ne veut toujours pas se faire vacciner, et me dit cette phrase que j'entends régulièrement: je veux encore attendre, je veux encore voir. Le fameux recul. Mais que veut-il voir? Mais que veut-il voir? La maladie, il sait ce qu'elle a entraîné. Le vaccin, on a vacciné des centaines de milliers, de millions de personnes dans le monde. Que veut-il attendre de plus? Alors s'il veut attendre d'être au cimetière, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il ne faut pas simplement nous dire qu'il veut attendre. Parce que je ne sais plus ce qu'il veut attendre. Il a vu la maladie, il a vu les dégâts qui ont été faits au niveau médical, santé. Il a vu les dégâts qui ont été faits au niveau économique. Que veut-il attendre de plus? J'ai un peu de mal à comprendre. On est bien d'accord. Et pour revenir au fameux mot d'hygiène, j'ai lu qu'au cours de l'histoire, chaque fois qu'on avait apporté de l'hygiène, les maladies avaient reculé. C'est pas toujours les médecins qui apportent de l'hygiène, hein. Pasteur n'était pas médecin. Non, mais on a construit des routes, on a traité les eaux. Exactement. On a recyclé les eaux, on a fait des routes, on a appris à se laver les mains, on a appris à avoir une hygiène de ce qu'on mangeait, on a appris à avoir une hygiène de notre vie. Et à chaque fois que les femmes mouraient en couche parce que les médecins qui les accouchaient avaient fait une séance de dissection quelques heures avant, qu'on les appelait pour
pour un accouchement et qu'ils ne se lavaient pas les mains et qu'ils arrivaient en costume là où ils avaient fait une autopsie et qu'ils accouchaient les femmes, eh bien, une sage-femme a eu l'idée de se dire, quand même, il doit y avoir quelque chose qui se transmet, puisque moi, voilà. Donc, simplement, le fait de se laver les mains, ça a diminué le risque de faire mourir les femmes en couche de ces grandes fièvres qu'elles avaient. C'est sûr que l'hygiène, je vous dis, à mon avis, si Hippocrate, dans son serment d'origine, plus celui qui est lu aujourd'hui, puisqu'il a été modernisé, cite hygie avant panacée, c'est que l'hygiène, alors ramenons-le à son époque, il y a peu de traitements, donc la prévention est fondamentale, mais aujourd'hui, la prévention pour tout est fondamentale. Si vous ne fumez pas, vous avez moins de risque du tabac. Si vous faites du sport, vous mangez moins, vous n'avez pas d'obésité, vous avez moins de risque cardiovasculaire. Moi, au début de mes études, il y a 30 ans, on voyait beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux, d'AVC, de problèmes comme ça. Le fait de traiter le diabète, de traiter la tension, de traiter le cholestérol, d'inciter les gens à avoir une activité physique, ça a fait diminuer ce risque-là. Ça prouve bien que la prévention a une énorme efficacité sur les maladies et sur les complications de ces maladies. Pour revenir au lavage de mains qu'on nous apprenait à l'école, à la maternelle ou en primaire, je ne me souviens plus, mais on nous l'a assez répété. On nous a souvent dit aussi qu'un des meilleurs médicaments, c'était de se laver les mains, et au savon de Marseille. Alors, est-ce que le savon de Marseille a une vertu pour éloigner les virus et les variants? Alors, il n'a pas tellement de vertu plus que les autres savons, mais il a surtout un intérêt, c'est que comme il n'a pratiquement pas d'odeur et pas de colorant, il est moins allergisant, donc c'est un savon brut. N'empêche qu'on a parlé du gel hydroalcoolique, parce que c'est plus facile d'avoir du gel hydroalcoolique sur soi, quand on va se promener. Mais le lavage de mains, moi, mon grand-père ne nous permettait pas de passer à table si on n'était pas allé se laver les mains. L'hygiène était quand même du bon sens de nos grands-parents, de nos parents, et il doit revenir dans le bon sens. Rappelez-vous, quand on allait dans une gare, quand on allait dans un service public, quand on allait... dans certains endroits où on devait être en contact avec des personnes, il y avait un hygiaphone. Il y avait une vitre, et on parlait à travers une vitre à quelqu'un. Et il y avait des trous. Et on a enlevé cette vitre, et puis ensuite on a même enlevé les comptoirs, et on a mis les bureaux au milieu, et tout le monde presque faisait la bise en rentrant. On voit que la proximité, l'humain est plein de virus, il est plein de bactéries, en permanence on en transporte, on est porteur sain d'un certain nombre de choses qu'on va transmettre aux autres. On voit bien typiquement les épidémies de gastro pendant l'hiver. Il suffit qu'on aille aux toilettes, on ne se lave pas correctement les mains, et il suffit de faire une enquête ou simplement d'observer les gens qui rentrent dans les toilettes, qui en sortent, et de voir s'ils se sont lavés les mains ou pas. On voit bien qu'il y a un défaut d'hygiène là-dessus. Donc revenons à des choses fondamentales, lavons-nous les mains, évitons de nous faire la bise à tout va, et je pense qu'on transmettra moins de maladies. Et j'avais lu qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les cacahuètes dans les bars, parce que tout le monde touchait les cacahuètes. Évidemment, si vous êtes passé aux toilettes avant de toucher les cacahuètes, évidemment, vous allez contaminer les cacahuètes avec ce que vous avez sur les mains si vous n'êtes pas lavé les mains. Juste une autre question technique, alors ça va être une des dernières. Vous avez parlé du gel, et moi j'ai une question. C'est quand je fais 10 magasins et qu'on m'impose 10 fois de me laver les mains avec le gel hydro, je ne sais plus le terme exact, j'ai lu que c'était aussi dangereux si on avait trop de lavage de mains avec le gel. Est-ce que se laver les mains souvent, c'est dangereux? Non, c'est surtout le gel, la fréquence. Le gel est apparu, on va dire, pour le commun des mortels, pour le français de base, avec cette maladie. Mais dans les hôpitaux, nous les médecins, on se lave 10 fois par jour les mains avec du savon, ou on utilise du gel 20 fois par jour. Je pense pas que j'ai des mains qui soient absolument affreuses. Il faut se laver les mains, il faut se brosser les ongles, il faut se passer correctement du gel. Le problème, c'est que si vous passez du gel et que vous ne touchez plus rien, une seule fois par jour suffit. Mais quand vous allez aller dans un magasin, vous allez pousser la porte, vous touchez quelque chose, donc il faut vous renettoyer les mains. Vous allez toucher des choses dans le magasin, il faut donc vous retoucher les mains. Vous allez remonter dans votre voiture, il faut donc vous relaver les mains. Vous allez toucher le bouton de l'ascenseur ou la rampe pour monter chez vous, ou vous allez ouvrir la porte, il faut donc vous relaver les mains. On ne peut pas le faire avec du savon, mais on peut le faire avec du gel hydroalcoolique. Alors après, je pense que ces idées-là sont des idées qui sont des fake med, qui vont justement entretenir que c'est dangereux. Le créateur du gel hydroalcoolique, enfin le promoteur du gel hydroalcoolique, qui est un professeur suisse, je veux dire, il n'a jamais mis dans les explications ou dans la promotion de ce gel, attention, pas plus de 4 fois par jour. C'est-à-dire on n'est pas dans 3 verres, au-delà de 3 verres, bonjour les dégâts.
Le gel hydroalcoolique, c'est autant que vous voulez, et correctement. On se lave les mains, on n'oublie pas le pouce, on n'oublie pas les poignets, et on attend que ça sèche. Parce que je vois des gens, ils prennent du gel hydroalcoolique, et comme il en reste sur les mains, ils s'essuient avec un mouchoir pour pouvoir l'enlever. On est à 15 mois quand même de l'utilisation de ce produit, on s'aperçoit quand même qu'il y a encore de la marche à faire. Mais enfin, à partir du moment où on a pris cette habitude, je pense qu'il faut qu'elle reste une bonne habitude. Quand on rentre dans un magasin, il faudra qu'il continue à y avoir du gel pour qu'on puisse se désinfecter les mains, parce que les gens viennent de on ne sait pas où, ils ont touché on ne sait pas quoi, et donc c'est une très bonne technique d'avoir du gel hydroalcoolique, puisqu'on ne peut pas avoir un évier et du savon, mais le savon de Marseille est un bon savon. Mais si vous utilisez un autre savon, ça marchera aussi. Hein. Mais par contre, il ne faut pas juste un peu de savon, un peu d'eau, je me rince. Hein. Il faut le temps que ça agisse. Hein. Comme le brossage de dents, c'est 2 minutes. Le lavage des mains, c'est 2 minutes. En tout cas, c'était très très intéressant d'avoir toutes ces explications. J'ai juste une petite dernière question pour terminer cet entretien. Je voulais savoir, moi, on a un député dans la Loire qui est médecin également. Est-ce que c'est utile pour faire avancer vos dossiers ? Alors, vous voulez sûrement parler de Julien Borowczyk, évidemment, qui est député de la 6e circonscription. C'est le seul médecin. Voilà, alors en député, parce qu'on a un sénateur, hein, Bernard Bonne, qui est aussi un ancien médecin. Ça a un intérêt parce qu'il est à la commission des affaires sociales, qu'il est dans la majorité présidentielle, et donc quand on lui fait remonter des informations, elles remontent assez vite. N'empêche que l'ensemble des députés ont joué le jeu, hein, c'est-à-dire que si les gens ont donné un certain nombre d'informations à d'autres députés, d'autres représentations politiques, les informations sont montées. Mais le fait que ce soit un médecin, je pense que ça a aidé à faire remonter des informations de terrain. Ce qui manque souvent au pouvoir public, c'est le terrain. Ils s'entourent d'un comité technique, de scientifiques, mais qui sont souvent des gens qui ne sont plus de terrain. Les lanceurs, ce qu'on a lancé comme alerte nous, parce qu'on a été au début à cette origine, c'était l'utilisation de l'hydroxychloroquine, du plaquenil. C'est nos amis dermatologues qui ont appelé l'ordre en disant « il y a un truc bizarre, il ne nous semble pas qu'il y ait une poussée de paludisme dans la Loire, et donc il se passe quelque chose. » Et donc on a interpellé notre député qui a fait remonter cette information comme d'autres l'ont fait remonter. Quand il y a eu aussi cette espèce de folie sur le paracétamol, où tout le monde voulait avoir 40 boîtes de paracétamol d'avance chez lui, et donc du coup il n'y en avait plus dans les pharmacies, ça a aussi été remonté, et c'était bien intéressant d'avoir quelqu'un qui, au niveau du pouvoir, était écouté parce qu'il était dans la majorité, et qu'il était dans les instances de ces task force qui chaque semaine discutaient des avancées ou des dysfonctionnements. L'État prévoit des choses qui sont, on va dire, applicables à tout le monde, mais il y a toujours les cas particuliers. Alors quand c'est le cas particulier, ça reste le cas particulier, mais quand ces cas particuliers sont extrêmement nombreux et qu'on a la chance d'avoir des parlementaires qui nous écoutent et qui peuvent faire remonter l'information et qui les font remonter en plus avec une vision médicale, hein, médecin, qui comprend que ce qu'on lui dit effectivement sur le terrain est compliqué, je pense que ça peut aider. De toute façon, c'est le rôle de nos parlementaires. C'est leur rôle. Ils sont élus pour ça. Donc, on avait la chance d'avoir un député qui était médecin. On a la chance d'avoir des informations qui remontent là où elles peuvent être modifiées, là où la décision se prend. Effectivement, c'est intéressant d'avoir un député médecin. Mais c'est sûrement intéressant d'avoir aussi un député agriculteur pour les problèmes de l'agriculture et un député commerçant pour les problèmes du commerce, hein, je veux dire. Mais là, dans le cas particulier, aujourd'hui, depuis 15 mois, ce qui nous intéresse, c'est quand même plutôt la santé. Donc, on a eu de très bons rapports avec notre député. On continue à avoir de très bons rapports avec notre député, qui avait des bons rapports avec l'ordre, qui a gardé ses bons rapports avec l'ordre et qui se rapprochait régulièrement de l'ordre et de l'ordre des médecins pour prendre la température locale, puisque nous avons la remontée de nos collègues qui nous interpellent quotidiennement sur des dysfonctionnements qu'ils remarquent, sur des coups de colère qu'ils émettent. Et donc nous, on se fait le porte-parole et on met ça dans un joli petit paquet cadeau avec un ruban à notre député et à nos parlementaires en leur disant voilà, faites remonter là-haut parce que voilà ce qui se passe sur le terrain. Pour conclure, en face de vous, vous avez quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas se faire vacciner. Vous lui dites quoi ? Je vais lui développer un certain nombre d'arguments, mais surtout, j'aimerais qu'il me pose des questions. Que lui me donne ses contre-arguments pour que j'essaye de lui expliquer pourquoi ces contre-arguments ne tiennent pas la route. Ou pourquoi, d'ailleurs, peut-être ils tiennent la route. Mais après, moi, je suis pas un intégriste, c'est-à-dire que chacun a un libre choix.
Le rôle du médecin, c'est un rôle de conseil. Il faut que je donne une information loyale, comprise à la personne qui me pose la question. Après, si je vous convainc pas de passer une coloscopie parce que je pense que vous avez peut-être un cancer du côlon, c'est votre choix. Par contre, il faut que vous ayez compris le risque que vous prenez en le faisant ou en ne le faisant pas. Si vous faites une coloscopie et que vous avez un problème au moment de l'anesthésie ou qu'on vous transperce le côlon, on vous l'a expliqué. Vous savez le risque que vous avez, mais si vous ne le faites pas, que vous avez un cancer du côlon et que dans 5 ans, 6 ans ou 2 ans ou 6 mois, vous avez un cancer généralisé ou que vous avez une occlusion et qu'on est obligé de vous enlever la moitié du côlon et de vous mettre une poche, il faut que vous le sachiez aussi. Après, vous prenez votre responsabilité. Pour le coronavirus, il faut que les gens comprennent le risque qu'ils prennent à ne pas se faire vacciner, pour eux et pour les autres. Une fois qu'ils ont compris ce risque, s'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Mais bon, je pense que nos patientèles sont quand même très, très attentives à ce qu'on dit. Et souvent, ils sont assez friands des conseils de leur médecin traitant. Ils vont nous appeler pour nous demander des conseils, pour nous dire « je suis inquiet ». Voilà. Moi, ce qui m'a le plus exaspéré, c'est pas dans ma patientèle, mais c'est un article que j'ai lu, c'est l'aide-soignante qui veut pas se faire vacciner et qui dit « moi, si on m'oblige à me vacciner, je démissionnerai ». Ce qui d'ailleurs me pose une question, parce que moi, si je démissionne de médecin, je ne sais pas faire autre chose que médecin. Enfin, je pourrais sûrement balayer les rues et puis distribuer des tickets de métro, mais je pense que ma formation, c'est d'être médecin. Et que si j'étais pas médecin, je serais bien embêté pour faire autre chose. Mais qui, par contre, a interpellé son médecin quelques semaines après, parce qu'elle voulait se faire vacciner, parce que pour partir au Mexique, il fallait être vacciné. Je pense que là, dans son logiciel métier, il y a quelque chose qui a bugué. C'est-à-dire qu'elle, pour son propre loisir, elle veut se faire vacciner, mais pour protéger les gens qu'elle soigne, elle ne veut pas se faire vacciner. Alors c'est un exemple d'une aide-soignante, parce que c'était l'aide-soignante. Mais ça pourrait être l'exemple d'un médecin, d'un kiné, d'un dentiste, ou de tout autre professionnel de santé. Là, je pense qu'il y a un truc qui a bugué, et je pense que le logiciel métier du soignant, c'est primum non nocere, premièrement ne pas nuire. Et donc, pour ne pas nuire, il faut se protéger et protéger les autres. Et donc, pour se protéger, il n'y a qu'une chose aujourd'hui, puisque tous les traitements ont montré leur inefficacité. D'ailleurs, on n'entend plus beaucoup parler de notre cher professeur marseillais, ou plus beaucoup, puisque même lui a appelé à se vacciner. Ses collaborateurs à se faire vacciner, parce que voilà, on est arrivé à un moment où finalement on avait épuisé un certain nombre de choses. Or, si son traitement était si efficace, a priori, il n'y aura pas besoin de se faire vacciner, il suffirait de prendre le traitement. Donc s'il a appelé à se faire vacciner, c'est que quand même la vaccination reste la seule arme que nous avons, et il faut appeler toute la population à se faire vacciner le plus vite possible. On est protégé à 95% des formes graves après 8 à 15 jours de la deuxième injection. Donc faisons-nous vacciner le plus rapidement possible. Jean-François Genoviac, merci beaucoup. C'était vraiment un entretien passionnant. J'espère qu'on aura aidé certaines personnes à réfléchir. Et rapprochez-vous de votre médecin traitant, de la personne en qui vous avez confiance pour en parler avec lui ou avec elle, et puis pour pouvoir vous faire vacciner. Aujourd'hui, les doses sont disponibles. Faites-vous vacciner. Merci à vous. Merci beaucoup.